Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Tout a commencé en 2020 avec un premier coup d'État au Mali. Ce mardi, des militaires ont pris possession d'un camp de l'armée près de Bamako et arrêté Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé. Leurs motivations sont encore incertaines, mais ce coup d'État intervient alors que la rupture semblait consommée entre le gouvernement et certains officiers supérieurs maliens. Après des mois de manifestations meurtrières, le président Ibrahim Boubacar Keïta, désavoué par la population, est destitué et une junte prend le pouvoir. 2 ans plus tard, c'est le Burkina Faso qui bascule. Hier soir à la télévision publique, les putschistes ont annoncé la dissolution du gouvernement et la suspension de la Constitution. Puis en 2023, c'est une 3e junte qui prend cette fois-ci le contrôle du Niger. Vive tension au Niger où des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Le point commun de ces 3 pays, ce sont tous d'anciennes colonies françaises dans lesquelles les gouvernements étaient très critiqués. 3 pays où la France luttait contre les mouvements djihadistes avec l'opération Barkhane. 3 pays aussi où le rôle de Paris était de plus en plus contesté. Et à chaque junte qui prend le pouvoir, c'est l'influence de la France en Afrique de l'Ouest qui recule. Dans la région, un pays a toujours semblé plus stable que ses voisins, c'est le Sénégal. Après 12 ans à la tête de l'État, le président Macky Sall a laissé la main, non sans tumulte. Celui qui a été élu il y a quelques jours s'appelle Bassirou Diomaye Faye et on lui prête des positions anti-françaises. Alors jusqu'où peut aller ce nouveau président sénégalais ? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. La journaliste qui va nous accompagner tout au long de cet épisode connaît très bien le Sénégal. Elle vit à Dakar depuis plusieurs années et elle est de passage à Paris cette semaine. Laissez-moi accueillir Célia Cuerdifed. Bonjour Célia. Bonjour Charlotte. Historiquement, le Sénégal est un pays très proche de la France et pourtant, on le connaît assez mal. Pour commencer cet épisode, je pense qu'il faut qu'on fasse un point sur les protagonistes de l'élection qui vient de s'y tenir. Oui, alors ça tombe bien, je t'ai ramené une photo qui regroupe les principaux protagonistes, comme tu dis, de cette élection présidentielle. Alors cette photo, elle a été prise au palais de Dakar, juste après l'élection du 24 mars. Et l'homme en costume sombre au centre, avec un regard assez austère, c'est le président sortant, Macky Sall. Et les 2 hommes en tenue plus traditionnelle, en boubou, qui arborent un grand sourire, c'est Ousmane Sonko à gauche et Bassirou Diomaye Faye à droite. Ce sont eux qui vont succéder à Macky Sall. Cette photo, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux sénégalais parce que cette situation de ces 3 hommes réunis au palais présidentiel semblait improbable il y a encore quelques semaines. Ils sont donc 2 à succéder au président. Comment c'est possible ? Alors oui, ils sont 2. Oui et non, c'est bien Bassirou Diomaye Faye qui a été élu président du Sénégal. Mais il est vrai qu'on se dirige plus vers une gouvernance en tandem avec Ousmane Sonko, l'homme à gauche sur la photo, que vers une gouvernance unilatérale. Et pour que tu comprennes bien, un petit retour en arrière s'impose. En fait, en 2019, c'est la première élection présidentielle depuis la réforme constitutionnelle qui entérine le passage du septennat au quinquennat. Donc Macky Sall est réélu avec presque 60% des voix. Il a déjà fait un mandat de 7 ans et il enchaîne sur un 2e mandat de 5 ans. Ousmane Sonko, l'homme à gauche de la photo, lui arrive en 3e position avec 15%. Et qui est Ousmane Sonko exactement ? Alors Ousmane Sonko, c'est un ancien inspecteur des impôts, très charismatique, et il s'est construit dans l'opposition à Macky Sall et à son clan. Il a dénoncé des affaires de corruption, de l'entourage du président notamment, et c'est un leader au départ assez populiste, qui se revendique anti-système et accable l'influence de la France en Afrique de l'Ouest. Il se décrit lui-même comme panafricaniste de gauche, c'est-à-dire qu'il soutient la solidarité entre les pays africains et l'indépendance économique vis-à-vis de l'Occident. Sur le plan religieux aussi, il est souvent qualifié de salafiste par ses détracteurs. La réalité est un peu plus complexe. Pour faire simple, l'islam au Sénégal est un islam soufi administré par 4 grandes confréries. Dans ce pays, à 95% musulmans, elles sont très influentes. Et Ousmane Sonko, lui, s'est longtemps tenu à l'écart de ces confréries. Des rumeurs indiquent qu'il faisait partie d'un courant proche des frères musulmans quand il était plus jeune, mais lui s'en est toujours défendu. Ses détracteurs le renvoie toujours à son salafisme supposé, à commencer par Macky Sall, qui en privé n'hésitait pas à dire qu'il voulait empêcher les salafistes d'arriver au pouvoir. Une nouvelle élection présidentielle s'est donc tenue il y a quelques jours, Célia. Pourtant, ce n'est pas Ousmane Sonko qui s'est présenté.
Non, parce qu'il n'a pas pu. Depuis 2021, Ousmane Sonko a été poursuivi à plusieurs reprises par la justice et ça n'a pas effrité sa popularité, au contraire. Et pour cause, il se dit victime d'un acharnement judiciaire. En 2023, il est poursuivi pour corruption de la jeunesse dans une affaire de mœurs et cette fois, il est condamné à 2 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité. Il ne peut pas se représenter et c'est là qu'intervient un nouveau personnage, Bassirou Diomaye Faye, cet homme qui est à droite de Macky Sall sur la photo que je t'ai présentée au début. Sonko l'a aussitôt nommé comme son dauphin et c'est lui qui va se présenter en 2024 et qui va donc être élu président. Tu nous as dit qu'Ousmane Sonko était un leader charismatique, populiste. Est-ce que c'est aussi le cas de Bassirou Diomaye Faye ? Alors au départ, beaucoup d'observateurs l'ont qualifié de clone d'Ousmane Sonko, mais ils sont assez différents en réalité. D'abord, Bassirou Diomaye Faye est beaucoup plus discret, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Bassirou Diomaye Faye n'aurait jamais dû être élu président. C'est un concours de circonstances, parce que son mentor, Ousmane Sonko, était inéligible, et lui non. Donc c'est lui qui se présente pour porter le projet de la principale force d'opposition à Macky Sall, avec un slogan répété durant toute la campagne, « Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye », en Wolof, ça veut dire Diomaye c'est Sonko et Sonko c'est Diomaye. Les 2 hommes sont très proches depuis le début des années 2000. Ils se sont rencontrés à l'Inspection générale des impôts et en 2014, ils fondent leur parti, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF. Ousmane Sonko, lui, c'est le visage, l'incarnation du projet de PASTEF. Et dans son ombre, Bassirou Diomaye Faye se charge de bâtir le programme présidentiel. Il n'a jamais été élu et il y a quelques mois, personne n'avait entendu parler de lui. C'est vraiment le plan B. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le surnomme. Lui-même l'a reconnu pendant la campagne en disant « Je suis votre candidat, Sonko est notre leader ». Et donc, les 2 hommes vont gouverner ensemble. Oui, c'est ça. Ça peut paraître incongru parce que le Sénégal a une tradition hyper présidentielle où le président dicte principalement tout. Mais justement, l'un des principaux axes de Diomaye et Sonko, c'est d'en finir avec l'hyper-présidentialisme, d'amender la Constitution pour développer plus de contre-pouvoirs. Donc finalement, lorsque Bassirou est investi président il y a quelques jours, il fait sa passation avec Macky Sall et dans la foulée, il nomme Ousmane Sonko Premier ministre. Célia, tu évoques le programme du PASTEF pour ces élections présidentielles. Quelles ont été les promesses de campagne du duo Diomaye-Sonko ? Alors pendant la campagne, il parle beaucoup de renégocier les partenariats avec des puissances étrangères, notamment les contrats sur les hydrocarbures avec les géants anglo-saxons Woodside et BP. Il parle aussi de renégocier les contrats de pêche avec l'Union européenne. Ils mettent aussi en priorité la réforme de la gouvernance de la CEDEAO, l'Alliance des États d'Afrique de l'Ouest, qui selon eux ne fonctionne pas bien. Et parmi leurs mesures phares, il y a aussi la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Dakar est réputé pour sa stabilité politique, mais à l'heure où ils accèdent au pouvoir, en avril 2024, elle est très fragilisée. Le Sénégal est marqué par plusieurs années de crise où des manifestations ont été réprimées dans le sang. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote. Cela tient presque du miracle. On vient d'entendre un extrait de l'allocution du président du Conseil constitutionnel sénégalais lors de l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Célia, qu'est-ce que la bonne tenue de ce scrutin a de miraculeux ? C'est qu'en fait, il y a 1 mois et demi, rien n'était joué. À la base, le scrutin devait se tenir le 25 février, mais 3 semaines avant et seulement 10 heures avant le début de la campagne présidentielle, Macky Sall décide du report de l'élection de manière unilatérale. Officiellement, c'est à cause d'une polémique sur le refus de certaines candidatures à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Officieusement, on suspecte Macky Sall de vouloir se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat. Et est-ce qu'il en aurait le droit ? Théoriquement, pas de 3e mandat possible d'après la Constitution. Elle stipule bien que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Sauf que lors du second mandat de Macky Sall, on est passé du septennat au quinquennat. Ses partisans ont longtemps défendu l'idée que cette révision de la Constitution avait remis les compteurs à zéro et que donc Macky Sall pouvait enchaîner 2 quinquennats, ce que l'opposition a décrié à de multiples reprises. Juridiquement, la question n'a jamais vraiment été tranchée.
Mais politiquement, ce troisième mandat devient de plus en plus difficile à l'approche de l'élection. La population ne lui a jamais pardonné les poursuites récurrentes contre ses opposants. Ousmane Sonko n'est pas le seul à en avoir fait les frais. Au cours du mandat de Macky Sall, le PASTEF, le parti de Sonko et Diomaye, estime qu'il y a eu 1500 détenus politiques. Ils n'ont pas pardonné non plus à Macky Sall son apparente volonté, son obsession même de faire un troisième mandat. Lui a toujours fait planer le doute. Et il y a un an, il faisait d'ailleurs une interview à l'Express où il n'excluait pas de se représenter. Dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C'est un débat politique, je l'admets. Dans mon camp, les gens se sont déjà positionnés pour m'investir comme candidat. Je n'ai pas encore apporté ma réponse. J'ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d'abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise. Donc après plusieurs mois de tergiversation et face à la pression populaire, il a accepté de ne pas se représenter et il a choisi un successeur, son Premier ministre, Amadou Ba. Mais en réalité, c'est trop tard, le mal est fait. Cette situation, peu d'observateurs l'auraient imaginé. Parce qu'il faut savoir que quand Macky Sall arrive au pouvoir en 2012, il portait beaucoup d'espoir pour la population. C'était lui, la figure principale de l'opposition, qui s'est battu pour que l'ancien président Abdoulaye Wade ne puisse pas faire de troisième mandat. En 12 années au pouvoir, Macky Sall a donc déçu nombre de ses militants et de ses proches, comme l'ancienne première ministre Aminata Touré, partie rejoindre aujourd'hui l'opposition de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Finalement, Célia, l'élection s'est tenue le 24 mars 2024, un mois après la date initiale du scrutin. Que s'est-il passé entre-temps ? En l'espace d'un mois, la situation a changé du tout au tout. On passe d'un Macky Sall qui s'entête à vouloir reporter l'élection à un Macky Sall qui travaille, entre guillemets, pour convoquer à une élection. Début mars, il a voulu réunir une conférence de dialogue national avec tous les candidats à la présidentielle, mais quasiment tous l'ont boudé. À ce moment-là, Macky Sall a admis qu'il fallait tenir une élection rapidement. Il a proposé la date du 24 mars et le Conseil constitutionnel, qui avait au passage annulé sa décision de reporter l'élection, l'a accepté. Tout cela a donné lieu à une campagne éclair de 2 semaines et donc à l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qui paraissait complètement improbable quelques semaines avant, début février. Et pour quelle raison ? Parce que Bassirou Diomaye Faye était lui aussi en prison. Quand Ousmane Sonko a été poursuivi pour corruption de la jeunesse en 2023, Bassirou Diomaye Faye, lui, prend sa défense sur les réseaux sociaux. Et il va être lui aussi poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et emprisonné de manière préventive. Mais si les 2 hommes ont pu accéder au pouvoir, c'est qu'ils ont été libérés. Oui, après son report de l'élection, Macky Sall est acculé et il fait adopter une loi d'amnistie générale pour toutes les condamnations liées aux manifestations depuis 2021. On ne saura jamais vraiment si Macky Sall espérait réellement se maintenir au pouvoir illégalement, mais bon, la passation s'est bien déroulée et donc un miracle, d'après le Conseil constitutionnel. Célia, tu l'as dit, Macky Sall était porteur d'espoir pour le Sénégal. Quel est son bilan ? C'est un bilan assez mitigé. D'abord, sur le plan économique, il semble assez bon, notamment du point de vue macroéconomique. La croissance annuelle du PIB s'est accélérée, passant de moins de 3% par an en moyenne sur la période 2005-2011 à 5,3% en moyenne sous sa présidence. 12 ans. Et comment on explique ça ? C'est parce qu'il a fait de grands investissements. Macky Sall, c'est un président bâtisseur. On peut noter la construction d'autoroutes, d'un TER, de centres de congrès, d'un nouveau quartier des affaires à Diamniadio. Il lance aussi la construction d'un port en eau profonde. Bref, on peut dire que Macky Sall a modernisé le pays. La question, c'est est-ce que ça va servir à la population ? Est-ce qu'il va y avoir de réelles retombées économiques ? Ça, c'est moins évident. Ça, c'est pour son bilan économique. Que retiendra la société sénégalaise de ces 2 mandats ? Alors, son bilan immatériel, comme on dit, est loin d'être aussi glorieux. Le 2e mandat de Macky Sall a été marqué par de nombreuses manifestations qui ont été réprimées. On déplore une 40aine de victimes, des violences policières en 3 ans, souvent de jeunes qui protestaient contre le pouvoir autoritaire de Macky Sall. À 2 reprises aussi, en 2023 et en 2024, il a organisé des coupures Internet qui ont duré plusieurs jours. C'est inédit au Sénégal. La liberté de la presse a aussi énormément reculé. Macky Sall a placé ses proches à la tête de médias publics et de nombreux journalistes ont été poursuivis sous sa présidence. Le Sénégal a d'ailleurs été rétrogradé de la 49e à la 104e place dans le classement RSF sur la liberté de presse entre 2019 et 2024. Et qu'en est-il sur le plan international ? La fin du mandat de Macky Sall, c'est la fin d'une ère, celle des présidents proches de l'ancien colon français qui jouent avec les règles de l'Occident, entre guillemets. Maintenant, c'est une nouvelle génération politique qui prend les rênes du pouvoir et elle veut diversifier ses partenariats
partenariats à l'international, que ce soit avec les juntes voisines ou d'autres pays dits du Sud. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait campagne contre le bilan de l'ancien président et sa proximité supposée avec la France, mais auront-ils les moyens d'appliquer leur programme ? Rien n'est moins sûr. Célia, tu nous as dit que les 2 nouveaux leaders du Sénégal voulaient prendre leur distance avec Paris. Qu'est-ce que ça implique pour la France ? Alors c'est vrai qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont souvent été décrits comme anti-français. On pourrait croire que leur élection, c'est le reflet de l'explosion du sentiment anti-français au Sénégal, mais c'est plus complexe que ça. Ils ont eu besoin de développer ce discours contre l'ancienne colonie pour accéder au pouvoir, se forger une place dans l'opposition, mais ils ont déjà bien ripolliné leur discours. C'est très flagrant dans le discours d'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Et j'ajouterais que même s'il y a des discours anti-français, ou plutôt anti-France-Afrique, les Sénégalais ont d'autres attentes qu'une rupture franche avec la France. Sachant que le pays connaît toujours 20% de chômage, sachant que des milliers de jeunes quittent le pays pour l'Europe chaque année, sachant qu'aujourd'hui l'économie souterraine emploie 90% des actifs, ils ont d'autres problèmes à régler. Je vais même aller plus loin. Ils ont besoin des entreprises françaises installées sur place. Total Énergie, Auchan, les PME du bâtiment, etc. Tout cela crée de l'emploi. Concrètement alors, qu'est-ce qui pourrait changer dans la relation franco-sénégalaise ? Déjà, certains partenariats pourraient être renégociés. Le plus marquant, c'est l'accord de pêche signé avec l'Union européenne qui bénéficie notamment à la France, mais aussi à l'Espagne et au Portugal. En fait, chaque année, les bateaux européens peuvent venir pêcher plusieurs milliers de tonnes de poissons dans les eaux sénégalaises, contre un dédommagement de 1,7 million d'euros par an. C'est dérisoire comme montant et en plus ça met en danger la pêche locale avec des pêcheurs qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Ce type d'accord à la faveur des Occidentaux, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent les revoir, voire les annuler. Et puis on pourrait observer un certain rapprochement avec les pays voisins qui se sont éloignés de la France, le Mali, le Burkina, le Niger. Tu penses à quel type de rapprochement avec ces pays ? Alors dernièrement, il y a le Mali, le Burkina et le Niger qui ont quitté la CEDEAO pour créer leur propre organe. Il faut savoir que la CEDEAO a toujours refusé de reconnaître les juntes au pouvoir et a même menacé d'intervenir au Niger. Ça l'a beaucoup décrédibilisé et ses opposants disent qu'elle est à la solde des anciens colons français. Aujourd'hui, Diomaye et Sonko prônent une vraie réforme de la gouvernance de l'Alliance et aussi une réforme du système monétaire qu'elle administre. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Oui, une partie des États de la CEDEAO a pour monnaie donc ce franc CFA. C'est une monnaie héritée du système colonial. Elle est indexée sur l'euro, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas la dévaluer ou la surévaluer comme ils l'entendent. Depuis plusieurs années, la CEDEAO était en train de mettre en place une monnaie commune qui s'appelle l'ECO, qui devait entrer en vigueur en 2020, mais qui a été repoussée à 2027. Avec le départ du Mali, du Niger et du Burkina, ce projet est encore affaibli et risque d'encore être reporté. Et la volonté de Diomaye et Sonko, c'est d'en finir avec le franc CFA. Mais même sur ça, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Tu veux dire que sur cette question aussi, ils vont être obligés de reculer ? C'est encore un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, Sonko et Diomaye disent qu'il faut d'abord essayer de mettre en place l'ECO. Et si le projet ne fonctionne pas, alors ils envisagent de sortir du franc CFA avec une monnaie nationale. Le risque, c'est de lâcher le franc CFA pour se retrouver avec une monnaie instable qui va affaiblir le pays alors qu'il est timidement en train d'émerger. Si je te suis bien, les 2 nouveaux dirigeants n'auront en fait pas vraiment les moyens de mettre en œuvre le programme sur lequel ils ont été élus. En tout cas, pas de manière aussi brutale qu'ils le promettent. Ils vont forcément se confronter à une espèce de réel politique. Les changements qu'ils ont promis vont peut-être advenir au final, mais ça prendra du temps, de la négociation, peut-être même de nouvelles élections, des référendums pour demander l'avis de la population. En tout cas, ce qui s'ouvre au Sénégal, c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère qu'on suivra avec toi, Célia. Merci infiniment d'être venue nous voir. Merci à vous. Célia Kuordifed, correspondante de l'Express à Dakar. Tous ces articles et ceux de nos journalistes à l'étranger sont disponibles sur l'express.fr. Si vous n'avez pas encore souscrit d'abonnement, n'hésitez pas. Le premier mois est actuellement au prix d'1 €. Et pour ne rater aucun des prochains épisodes de La Loupe, chers auditeurs, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Castbox ou Deezer. Vous pouvez également nous écrire directement à l'adresse laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.